La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, en direct des studios de TV5 Monde. Et on commence ce tour du monde avec un pays situé aux antipodes de la France, la Nouvelle-Zélande et sa capitale économique, Auckland. Alors cette ancienne colonie britannique fait partie du royaume du Commonwealth depuis 1947 et entretient des liens forts avec le Royaume-Uni, mais aussi l'Australie. La Nouvelle-Zélande a également été classée meilleur pays pour faire du business par le magazine Forbes il y a tout juste quelques mois. Pour parler des opportunités d'investissement, mais aussi de la qualité de vie en Nouvelle-Zélande et à Auckland, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dominique Huguenot. Bonjour. Vous êtes directeur des études de travaux d'Armor. Tout à fait. Et Philippe Meneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur également et fondateur de Nouvelle-Zélande Service. Tout à fait. D'accord, une société qui a été créée donc en 2006. 2009. 2009 à Auckland, pardon. Auckland, Bon. voilà. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous monsieur l'ambassadeur de France à Wellington. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Vous m'entendez bien ? Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Francis Etienne, il est quand même 23 heures, je crois, à Wellington. J'aurais tout d'abord une première question. Est-ce que vous pourriez nous faire un état de la présence économique française en Nouvelle-Zélande et à Auckland, et nous parler un petit peu des niches de développement aujourd'hui à Auckland et en Nouvelle-Zélande, bien sûr? Avec grand plaisir. La présence française, c'est d'abord une présence d'une communauté importante. On compte officiellement un peu plus de 1600 personnes officiellement enregistrées au consulat. Dans la réalité, parce que tout le monde ne s'enregistre pas, ça veut dire probablement 2500 personnes. Ça représente au moins 40% du total de la communauté française en Nouvelle-Zélande. C'est en termes d'implantation une cinquantaine de sociétés françaises qui ont leur siège directement ici à Auckland. C'est en termes globaux un commerce extérieur qui pour nous est excédentaire, et structurellement excédentaire. C'est assez rare pour être souligné. On est sur des exportations françaises sur les chiffres 2011 de 430 millions d'euros et en importation de 380-385. Et ces chiffres-là se retrouveront très certainement sur 2012. Et on est sur un certain nombre de spécialités et de points d'implantation qui sont forts en matière de transport, en matière d'information, de technologie de l'information, en matière de grands contrats également, puisque les grandes sociétés comme ADS, comme Thales sont présentes, et également Valeo, mais également Capgemini. Donc une variété importante, un petit marché, c'est clair, mais des potentiels, un cadre de vie et surtout un environnement très favorable au business. D'accord, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Juste, monsieur Huguenot, donc vous, c'est votre première filiale, c'est ça, à l'international ? Donc nous sommes en fait un bureau d'études d'une soixantaine de personnes, basé à Saint-Brieuc, en Bretagne Nord, disons, et qui travaillons sur des projets d'études d'énergie ou de télécommunications, en fait, sur l'ensemble de la France et de temps en temps sur les pays étrangers, mais la plupart de notre activité est sur la France, et de temps en temps, donc on va faire un saut de puce vers quelques pays étrangers pour des partenaires qui nous y invitent en fait et qui ont besoin de nos compétences. Et on a une compétence un peu particulière et marginale dans le bureau d'études qui est la détection de réseaux souterrains par méthode géoradar, et qui intéressait un de nos anciens clients français qui avait monté, lui, une filiale en Australie pour travailler en Nouvelle-Zélande, et qui nous a invités, qui nous a demandé de venir travailler avec lui il y a un an. D'accord, très bien. Et vous, monsieur Meneux, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre activité en Nouvelle-Zélande ? Tout à fait. Notre activité, c'est d'aider les francophones qui veulent soit investir dans l'immobilier ou dans les entreprises en Nouvelle-Zélande, soit des gens qui veulent aussi étudier en Nouvelle-Zélande, donc soit des séjours linguistiques, ou soit des gens qui veulent faire des études après le bac. D'accord. Des gens qui veulent aussi immigrer. Et aussi, on a de plus en plus de gens qui veulent se faire soigner en Nouvelle-Zélande. Ah d'accord, voilà. Très bien. On les aide à tous les niveaux. D'accord, donc on va en reparler juste après avoir écouté Laurent Antonsac, qui est donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie française à Auckland. On l'écoute. Les secteurs porteurs en Nouvelle-Zélande, il y en a beaucoup en fait, et je pense que mes homologues vont couvrir pas mal de secteurs. Mais nous, à la Chambre, on s'intéresse particulièrement
aux énergies renouvelables puisque en fait, ça concerne aussi toutes les îles du Pacifique. On s'intéresse aussi à tout ce qui est logistique et transport maritime. On s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est nouvelles technologies, à savoir dans les nouvelles technologies, non seulement dans tout ce qui est entertainment, divertissement, avec les effets spéciaux des studios Weta et le Hobbit, mais aussi tout ce qui est électronique, transfert, paiement, et le transfert de data aussi médical. Donc les nouvelles technologies, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est jeu aussi, entertainment, c'est un des secteurs qui a l'air d'exploser en ce moment en Nouvelle-Zélande. Donc de nombreuses opportunités, comme on a pu le voir avec Laurent Antonsac. Dominique Huguenot, pourquoi avoir choisi, vous, le marché néo-zélandais? Vous l'expliquiez tout à l'heure, peut-être pour accompagner... Alors pour accompagner, en fait, c'est par opportunité, clairement, c'est-à-dire que on savait qu'on avait un savoir-faire qu'on développait déjà depuis une dizaine d'années en France sur des déploiements de réseaux de télécommunications à très haut débit. Et en ce moment, la Nouvelle-Zélande a depuis... Donc, réseau de télécommunications qui fait partie des secteurs porteurs aujourd'hui. Tout à fait, dont parlait Laurent tout à l'heure. Oui. Quand on parle nouvelles technologies, forcément, ce qui suit, ce sont les télécommunications à haut débit. Et donc, il y a un gros projet national en ce moment de développement de ces deux fibres optiques, en fait, dans l'ensemble du pays. Pas nécessairement qu'à Auckland. Non, sur l'intégralité du territoire, et qui s'appelle Ultra Fast Broadband, donc qui est porté par des opérateurs, de gros opérateurs nationaux. Et il y a plus d'1 million de prises en fait à connecter, de prises à fibre optique qui vont être à connecter d'ici 2009, avec des paliers très forts jusqu'en 2015 à peu près pour connecter les écoles, les services publics, les hôpitaux, etc. Et vous êtes les seuls sur ce marché ou est-ce que... Alors, on n'est pas les seuls sur ce marché, mais par contre, on a effectivement, ce sont des marchés de niche, on est très peu nombreux à maîtriser ces technologies et à avoir le recul pour être considéré comme compétitif et fiable sur le secteur. Et donc, on y a été essentiellement parce que ce partenaire français, donc, qui est un des leaders sur le tranchage, ce qu'on appelle le tranchage mécanisé, donc en gros faire des tranchées pour placer des réseaux, mais pas à l'appel, avec des moyens qui vont beaucoup plus vite, avait besoin de détection de réseaux souterrains et ne trouvait pas en localement. Nouvelle-Zélande, les entreprises n'étaient pas formées. Et vous parliez tout à l'heure justement d'un projet du gouvernement de développer ça sur la Nouvelle-Zélande. J'imagine dû aussi au séisme et au tremblement de terre qui s'est passé en Nouvelle-Zélande du Sud. Là aussi, mais c'est un peu, en fait, les deux sont un petit peu déconnectés. C'est-à-dire qu'il y a d'une part... quand on va en Nouvelle-Zélande, on s'aperçoit que le téléphone et l'Internet sont très chers. Donc il y a un manque de capacité et je pense que le gouvernement veut acter dans ce sens et vraiment améliorer les choses. Les séismes, c'est surtout un deuxième projet qui nous a servi un peu de booster pour décider d'aller là-bas. C'est le projet de Christchurch qui a subi un séisme majeur en 2011. Et aujourd'hui, il y a toute une partie de la ville qui est à reconstruire. Et donc là, ils font appel également à des entreprises internationales, étrangères en tous les cas, pas qu'aux entreprises néo-zélandaises. Il y a énormément de travaux de reconstruction de réseaux, de bâtiments, de voiries. Oui, donc des opportunités finalement pour pas mal d'entrepreneurs français. Voilà, tout à fait. Ouais. Pour aller reconstruire Christchurch. Justement, Monsieur Meneux, pourquoi privilégier la Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous avez l'impression, vous, dans le développement des activités qui se font en Nouvelle-Zélande, que ce marché peut être privilégié par rapport à l'Australie aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce qu'à l'heure actuelle, l'Australie a un taux de change assez élevé et devient plus cher pour nos voisins de Nouvelle-Calédonie ou de Tahiti, qui jusqu'à présent allaient sur l'Australie et qui trouvent maintenant les choses beaucoup plus chères. Donc la Nouvelle-Zélande étant moins chère, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent investir sur la Nouvelle-Zélande parce que ça correspond plus à leur budget. Oui, donc un nouvel attrait pour la Nouvelle-Zélande. Et c'est un pays beaucoup plus petit et un pays à taille humaine que l'Australie est vraiment gigantesque et les gens qui arrivent de Tahiti ou de Calédonie qui sont des petits pays. C'est peut-être moins facile de s'intégrer dès le départ, quand on arrive. D'accord. Très bien. Alors justement, on le disait, la Nouvelle-Zélande qui est quand même un marché relativement petit, mais qui offre de nombreuses opportunités. Donc on écoute encore Laurent Antonsac nous en parler. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, c'est 4,5 millions d'habitants, dont 1,5 million à Auckland. Donc ça représente un tiers du pays. Si on prend Christchurch et Wellington, ça représente, et Auckland représente à peu près 2 tiers de la population du pays. Donc c'est clair que les marchés en termes de volume ne sont pas vraiment la raison principale d'aller en Nouvelle-Zélande.
Au contraire, je pense que c'est plutôt stratégique, c'est plutôt une qualité de vie en Nouvelle-Zélande. C'est aussi, il faut voir peut-être la Nouvelle-Zélande comme un marché de vitrine ou un petit marché complémentaire à d'autres marchés. Et je prendrai l'exemple d'un viticulteur alsacien qu'on a vu récemment, qui souhaiterait en fait avoir une présence en Nouvelle-Zélande. Donc peut-être vendre 60 000 bouteilles de vin. Donc vous comprenez que ce n'est pas un chiffre d'affaires énorme, mais 60 000 bouteilles de vin en Nouvelle-Zélande, 40 000 en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas, 20 000 en Polynésie française, 200 000 en Corée. Voilà, tous ces petits chiffres s'additionnent et finalement en fait, la zone Pacifique peut couvrir un gros chiffre d'affaires. Donc la Nouvelle-Zélande, mais également la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Monsieur Meneux, est-ce que vous, justement, vous travaillez également avec ces différents, parce que vous êtes là-bas depuis 2009. Donc nous, on a installé en Nouvelle-Zélande depuis 2001. Ça fait 11 ans. La société Nouvelle-Zélande Service depuis 2009. Donc est-ce que vous travaillez avec, par exemple, des Français de Nouvelle-Calédonie? Tout à fait. Notre plus grosse part de clientèle vient de Calédonie. Ce sont la plupart du temps des particuliers qui ont des projets personnels d'investissement sur l'immobilier, sur des projets immobiliers. Aussi des gens qui ont des enfants qui veulent aller étudier l'anglais en Nouvelle-Zélande ou des gens qui veulent faire des études supérieures en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous aviez déjà pensé, avant de vous intégrer, de vous implanter en Nouvelle-Zélande, que vous pourriez commercer justement avec ces différentes Non, c'était des opportunités qu'on fait que ça s'est passé comme ça et qu'il y a vraiment une demande aussi bien calédonienne que tahitienne pour les services que l'on peut amener sur la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on peut dire que la Nouvelle-Zélande, ça peut être également une base pour rayonner aussi bien sur l'Australie, mais aussi la Chine? J'imagine qu'il doit y avoir des accords de libre-échange qui existent. Il y a des accords de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et la Chine et l'Australie aussi. Oui, d'accord. Et donc ça, c'est quelque chose pour le futur, peut-être? On va y aller doucement. Pour le futur, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, notre société qui s'appelle Detection Engineering Solutions vient d'être créée uniquement en septembre dernier. On est en train de la consolider. Il y a eu beaucoup de travail de commercial, des commandes test un peu, et puis des démonstrations. Aujourd'hui, l'année 2013, au moins le premier semestre, va être plutôt consacré à la consolidation de tout ça, à l'embauche des personnels techniques dont on va avoir besoin. Oui. Mais par contre, on suit effectivement de très près tout ce qui peut se passer, notamment en Nouvelle-Calédonie, où il y a aussi des projets télécoms intéressants à venir. Et pourquoi pas aussi l'Australie, ponctuellement, s'il y a des projets. Alors, monsieur l'ambassadeur, si vous nous entendez, est-ce que vous pourriez nous dire justement s'il y a des accords qui sont amenés à être conclus, par exemple, entre la Nouvelle-Zélande et différents autres États proches de la Nouvelle-Zélande? C'est en tout cas clairement le projet politique de développer les accords de libre-échange. On a déjà souligné, c'est vrai, c'est important, mais c'est aussi un cas unique, l'accord de libre-échange qui a été signé en 2008 avec la Chine. Et il y a actuellement des discussions avec Taïwan, avec la Corée du Sud, avec d'autres États partenaires encore du Pacifique. Il y a clairement, en fait, aujourd'hui autour de nous, une construction de l'espace Pacifique, à la fois sur le plan économique, commercial, et aussi sur le plan politique. Il y a la grande discussion du Trans-Pacific Partnership, le TPP, qui va avoir lieu cette année et qui sera un élément très important. Ce qu'il faut dire pour des entrepreneurs ou des volontés d'entreprise à partir de la Nouvelle-Zélande, c'est que si on regarde justement l'espace Pacifique, mais cette fois-ci à l'échelle de sociétés qui ne seront pas des très grandes entreprises, la Nouvelle-Zélande, c'est 1,5 milliard de dollars néo-zélandais de commerce avec le Pacifique Sud. Dans ce 1,5 milliard, il y en a 26%, plus du quart, avec la Nouvelle-Calédonie et avec la Polynésie française. Ce qui veut dire qu'il y a à partir de Nouvelle-Zélande une véritable expertise et les filières installées vers les territoires français du Pacifique. Ça touche donc pas loin de 400 millions de dollars. Ils connaissent le terrain. On a parlé tout à l'heure de l'intérêt du taux de change favorable. Il y a aussi celui de la main-d'œuvre, parce que par rapport à l'Australie, à nouveau, le coût de la main-d'œuvre en Nouvelle-Zélande est beaucoup moins cher. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour que, à côté d'un marché de niche, on ait un marché de projection sur l'espace Pacifique et un marché d'expérimentation. On peut effectivement expérimenter des opérations commerciales importantes. Puis un dernier mot, parce que là aussi vos intervenants l'ont déjà mentionné, il faut savoir que Christchurch, ça veut dire 20 milliards, je dis bien 20 milliards, c'est-à-dire 10% du PIB néo-zélandais sur les 10 ans à venir.
Ça veut dire que les financements qui sont mis à disposition pour la reconstruction, ils sont massifs, ils sont durables et ils sont multisecteurs. D'accord, Donc très à tous bien. égards, Merci beaucoup, monsieur niche, l'ambassadeur. protection, Oui. potentiel. D'accord, merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Tout de suite, on écoute Sébastien Michel, fondateur de Frogs in New Zealand, nous parler de la création de sociétés en Nouvelle-Zélande. Bonjour Paris. Alors moi je suis Sébastien, j'ai monté mon entreprise en 2001, frogsinz.com. Alors est-ce que c'est difficile de monter une entreprise en Nouvelle-Zélande? À l'époque, et je crois que c'est encore le cas maintenant, c'était relativement facile. Il suffisait de s'enregistrer sur Internet, est-ce qu'on peut le croire, pour devenir le propriétaire d'une entreprise. Et ensuite, le problème n'est pas là. Le problème, on va dire qu'il n'est pas dans l'administration, qui est très simplifiée, dans les taxations qui sont simples aussi. Si vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'en payez pas. Ce qui permet d'essayer de mettre en œuvre ces idées, de voir si on peut en faire un living, comme on dit en anglais. Mais le problème est plutôt dans le visa, parce qu'actuellement il est difficile d'obtenir des visas d'entrepreneurs ou de résidence. C'est plus là que j'ai eu du mal, par exemple, et que je pense que beaucoup d'entrepreneurs auront du mal. Et aussi le fait que c'est un petit pays, il y a 4 millions d'habitants, donc c'est pas forcément si simple de faire une entreprise rentable avec un peu plus de 2 millions de visiteurs en Nouvelle-Zélande. Mais voilà, on est entre facilité de monter une entreprise parce que c'est un pays pionnier et la difficulté peut-être de la rendre rentable. Donc Sébastien Michel a l'air de dire que la création de société finalement n'est pas si compliquée. Les problèmes viennent peut-être après. Monsieur Meneux, comment ça s'est passé pour vous? Alors c'est très simple, la création d'entreprise, comme vient de le dire Sébastien, on va sur Internet, en 20 minutes c'est fait et ça coûte 100 €. Donc c'est un des premiers, il est classé numéro 1 au niveau de 185 pays pour la création d'entreprise. Donc vous, quelle société, quel type de société nous, on a vous une avez créé? LTD Limited et donc et parallèlement à ça, on a créé un family trust pour protéger nos biens, quoi. Mais Limited, c'est quelque chose qui est courant et qui est assez simple à monter, quoi. D'accord. Dominique Huguenot, pareil, ça n'a pas été compliqué la filiale que vous avez essayé de monter? Ça a été très simple. Effectivement, les démarches sont très simplifiées. On a été aidé, Laurent, qui est président de la FNZ-CCI, qui est intervenu tout à l'heure, la FNZ-CCI, pardon, nous a aidé à mettre en place tout ça, c'est-à-dire que préalablement à... La chambre de commerce. Hein. Voilà, la chambre de commerce locale. Ce sont en fait des entrepreneurs, enfin, sont des chefs d'entreprise ou des professionnels locaux qui s'occupent de cette chambre de commerce, qui ont une très bonne connaissance du tissu économique et qui mettent à disposition un jeune attaché commercial pendant quelques jours pour nous permettre de mettre en place tous les rendez-vous nécessaires avec les avocats, comptables, assurances, etc. Donc pas vraiment de problème au niveau de la création de société. Non. Par contre, comme dit Sébastien Michel, ce qui relève, c'est que pour perdurer et pour s'intégrer, c'est pas si simple que ça. Vous, ça fait quand même quelques années maintenant que vous exercez. Comment ça se passe, le développement de votre société? Nous, on est surtout axé sur la Calédonie et Tahiti. Donc, on va de façon régulière en Calédonie et Tahiti pour promouvoir nos services. Et donc, notre activité fonctionne correctement. Donc on n'a pas... Vous avez réussi à vous intégrer au tissu économique assez facilement, ou est-ce qu'il peut y avoir est-ce que vous avez des conseils par exemple à donner à des entrepreneurs qui fraîchement arrivés? Faut écouter. Faut pas arriver avec ses idées préconçues. Faut pas dire c'est comme ça que ça se passe en France, donc on va vouloir dupliquer la même chose en Nouvelle-Zélande. Avant toute chose, faut écouter, faut comprendre, et une fois qu'on a acquis ces connaissances-là, on peut avancer. Mais toutes les personnes qui sont arrivées en disant on va faire ça parce que ça marchait chez nous, se sont trompées, quoi. Oui, pas arriver avec des stéréotypes. Non, il faut vraiment écouter. Il faut arriver avec beaucoup d'humilité essayer et faire son trou. En fait, je crois qu'il faut... Ils ne travaillent pas à l'esbrouffe du tout, donc il faut leur dire ce que l'on va faire. Donc ils vous écoutent. Ils sont assez curieux de nature, donc quand on arrive avec des nouvelles technologies ou des nouveaux processus, ça les intéresse. Ils vous ouvrent toutes les portes pour que vous les testiez. Bon, ça reste pas, c'est pas un monde d'ange non plus. Hein. Il y a les lois du marché sont là, etc. Sûr. Mais par contre, ils vous écoutent et ils vous jugeront sur les résultats. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce sur quoi vous étiez engagé... C'est quand même assez anglo-saxon comme milieu. Vous repartez aussi vite que vous êtes revenu, je pense. Vous pouvez tester, mais par contre, il faut prouver qu'on peut rester. Tout à fait. Vous prenez vos risques, en fait. Très bien. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Monsieur Huguenot, vous nous quittez. Et nous, on se retrouve après une courte page de publicité pour parler de la qualité de vie en Nouvelle-Zélande. À tout de suite. She's beautiful.
So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, Your granddaughter. wherever they are. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, Alexandre Foissé, vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez vécu en Nouvelle-Zélande, c'est ça, 2 ans. Une expérience de 2 ans exactement d'expatriation avec mon entreprise. Vous étiez donc en détachement. Tout à fait. D'accord. Alors justement, je voudrais qu'on parle sur ce plateau des visas et des différentes façons qu'on a pour partir en Nouvelle-Zélande. Vous, sous quel visa est-ce que vous êtes parti, Alexandre ? Moi, je suis parti sous un visa de travail, en fait. Les formalités ont essentiellement été réalisées par mon entreprise, car c'était, comme on vient de l'évoquer, dans le cadre d'un déplacement professionnel pour une durée de 2 ans. Donc, moi, j'ai réalisé tous les tests médicaux, ce genre de choses. Mais entre le moment où on a fait ma demande de visa et le moment où je l'ai obtenu, il y a eu un délai très court. J'ai eu mon visa, je crois, en à peu près 5 jours, mon visa de travail, pour une période de 2 ans. Par contre, moi, j'avais un visa qui était rattaché à mon entreprise, c'est-à-dire que je ne pouvais pas travailler pour d'autres. Vous étiez obligé de travailler pour votre cabinet d'audit. Tout à fait. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, j'imagine que vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous pourriez nous faire un état ou nous expliquer un petit peu quel est le profil des expatriés français en Nouvelle-Zélande et à Auckland, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si je peux tracer un profil type. Je dirais qu'il y a aujourd'hui des volontés de s'expatrier qui obéissent à des projets. Ça, c'est fondamental. On ne vient pas en Nouvelle-Zélande par hasard. On a un projet professionnel qui se transforme souvent d'ailleurs en projet de vie. Le cas d'expatriés qui viennent pour 2 ans mais qui restent beaucoup plus parce qu'ils y trouvent effectivement un agrément, un partenaire ou une partenaire est de plus en plus fréquent. Les gens qu'on a aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. C'est une communauté qui est vibrante de ce point de vue-là. Ce n'est pas une communauté majoritaire de retraités. On ne vient pas en Nouvelle-Zélande tellement pour passer sa retraite, on y vient vraiment pour travailler. Donc, c'est une expatriation, je dirais, moderne, contemporaine. Elle est bien formée. Les garçons et les filles qui découvrent le pays maîtrisent bien la langue. Souvent ont été très curieux de la culture et s'ils ne le sont pas, ils vont le devenir parce que c'est un terreau très très riche en matière culturelle. Et je ne pense pas uniquement à la découverte de la culture maori qui est en elle-même tout à fait spécifique. Et je pense surtout que le bouche à bouche, et l'émission en témoigne, est très favorable aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a touché au pays, on a très, très spontanément envie d'y revenir et de dire qu'il y a des opportunités pour les autres dans des rubriques très variées. Donc on peut venir pour une grande société, on peut venir pour un projet individuel et on va développer très naturellement le réseau de ce que j'appellerais les passionnés du pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Juste un mot brièvement, monsieur Meneux, concernant les différents visas. Pour le visa travail, justement, et pour le visa investisseur, est-ce qu'il peut y avoir quelques particularités ? Il y a aussi un visa qui s'appelle le Working Holiday Visa, qui s'adresse beaucoup... Oui, ça c'est pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Oui. Et qui viennent en Nouvelle-Zélande pour 1 an et qui trouvent rapidement du travail parce que les jeunes Français sont très appréciés en Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont motivés, ils sont bien formés, ils sont respectueux, ils sont consciencieux. Donc c'est mais c'est vrai que ça marche relativement bien, tout ce qui est PVT. Très bien. Alors, une qualité de vie indéniable, comme on le disait en introduction et comme on n'a pas cessé de le répéter durant cette première partie d'émission. Tout de suite, on va écouter Aline Fortin, qui habite depuis quelques années en Nouvelle-Zélande, nous parler de la qualité de vie à Auckland. On l'écoute. Ce qui concerne la qualité de vie à Auckland, elle est très bonne. Auckland est la ville principale du pays, donc. Mais on n'a pas du tout l'impression de vivre en ville. Il y a beaucoup d'espaces verts. Il y a la mer, comme vous pouvez voir derrière moi. Des volcans, des petites montagnes. À l'ouest, il y a la jungle.
partout, dans n'importe quel quartier où vous pouvez habiter, vous êtes quand même très proche de la nature. Le temps de famille est très, très privilégié. Il est très facile de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, vie familiale, ses hobbies. On fait du sport avant, après sa journée de travail. Non, c'est une qualité de vie qu'on ne retrouve pas dans une grande ville d'Europe. Donc Aline Fortin a l'air de trouver que des avantages à la vie en Nouvelle-Zélande. Vous, Alexandre, donc vous étiez à Auckland. Pourquoi vous avez choisi cette destination finalement ? En fait, moi déjà, je voulais partir dans un pays anglophone. Et après, effectivement, donc, mon entreprise m'a proposé différentes destinations. Et quand la ville d'Auckland est apparue, j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui aime bien... Vous connaissiez déjà la Nouvelle-Zélande avant ? Non, je ne connaissais pas, mais on m'en avait dit beaucoup de bien. J'avais rencontré des gens, des Américains au sein de mon entreprise qui étaient déjà partis là-bas. Et Auckland, comment ça s'est passé alors ? Comment est-ce que vous viviez là-bas ? Quels sont les bons plans à Auckland ? Alors, j'allais dire, moi déjà, j'avais eu de la chance parce qu'en arrivant, j'avais eu une société qui m'avait permis de me reloger, ce genre de choses. Et donc après, il m'avait aussi permis de rencontrer une communauté d'expatriés français pour faciliter justement mon insertion au sein de la ville et du pays. Donc, je me souviens plus exactement des noms des organismes que j'avais utilisés pour cela, mais je dirais qu'en termes de bons plans, il faudrait peut-être se rapprocher, je pense, des organisations françaises. Mais autrement, la qualité de vie, je veux dire, au quotidien, c'est même, enfin, je veux dire, c'est facile d'aller travailler. On va travailler, on est relativement proche, j'imagine, de son travail. C'est assez facile si on travaille en centre-ville. Les transports en commun sont assez développés de banlieue sur le centre-ville. Il y a les trains, il y a des bus, il n'y a pas de problème. Après, lorsqu'on travaille entre les différentes banlieues, là, ça se complique un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'embouteillages. Mais sans ça, au niveau, si vous allez sur le centre-ville, il n'y a pas de souci. Et justement, la ville, elle est quand même relativement grande. Comment est-ce qu'elle est découpée, il y a le CBD où il y a le Central Business District où ce sont des affaires. Ce sont des affaires et où là, on va trouver les appartements aussi d'habitation. Et ensuite, après, Auckland, je crois, c'est 200 km de long, donc c'est assez grand, et 60 km de large. D'accord. Donc, et après, les gens, chaque quartier est autonome, à sa supérette, son centre commercial, chaque quartier est autonome, on n'est pas obligé de venir en permanence sur Auckland, sur le centre-ville. Voilà. Et ce que j'allais juste rajouter par rapport au reportage qu'on a vu, effectivement, c'est ce qui est tout souligné dans le reportage, c'est que ce qui est très agréable, c'est que les Néo-Zélandais ont un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est assez appréciable. Ils s'accordent du temps pour faire du sport, comme disait Aline C'est des Fortin. gens très sportifs. Enfin, moi, j'ai eu cette perception de gens très sportifs. Et vous êtes mis au qui sport, font alors beaucoup d'activités outdoor. J'étais déjà sportif avant de partir, mais effectivement, j'ai eu l'opportunité de pratiquer plus de sport, de faire certaines... D'être plus en plein air. Voilà, exactement. Beaucoup plus de sport de plein air. D'accord. Tout de suite, on va écouter Sébastien Michel qui nous parle du coût de la vie à Auckland. Alors, le coût de la vie, quand je suis arrivé en 2001, avec des euros, le pouvoir d'achat était très élevé, donc c'était vraiment super. Maintenant, le problème, c'est qu'avec la crise de l'euro, le dollar néo-zélandais s'est beaucoup réévalué, donc le coût de la vie est beaucoup moins intéressant pour les Européens. Quand on vit localement, les salaires restent relativement faibles par rapport à l'Europe, donc on a peu de possibilités par exemple d'économiser, d'épargner, mais on a si on vit localement, si on n'est pas trop gourmand, si on n'est pas trop à sortir dans les restaurants qui restent relativement chers, on vit avec une très bonne qualité de vie. Le souci, c'est que il y a des choses plus chères qu'en Europe, par exemple, les restaurants sont relativement chers, les cigarettes, les charcuteries, on va dire, les fromages, tous ces produits un peu de luxe. Et puis de l'autre côté, l'essence est moins cher. Par contre, il y a un certain nombre d'autres choses qui sont moins chères. Généralement, on peut dire que maintenant, le niveau de vie est relativement similaire à l'Europe. Mais avec un contrat local, avec un revenu local, on a un peu moins de moyens qu'en Europe. Et on a une couverture sociale aussi qui est moins importante, le chômage, tout ça, que dans des pays comme la France, évidemment. Alors un coût de la vie finalement relativement élevé quand même, d'après Sébastien Michel. Alexandre, vous êtes donc parti en détachement.
vous habitiez avant à Paris, hein. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du coût de la vie quand vous êtes arrivé là-bas? Vous avez été étonné ou Alors, vous attendiez à ça? c'est vrai qu'effectivement, quand on retranscrit le salaire en devise locale, j'ai eu un petit choc au début parce qu'effectivement, quand on voit le prix des loyers, ce genre de choses, ça peut paraître difficile de maintenir son niveau de vie qu'on avait avant de partir. Mais une fois sur place, en fait, moi j'ai été agréablement surpris. Tout à fait, ouais. exactement. Et puis pour le logement, bon, alors moi c'est vrai que je me suis fait plaisir parce que j'étais expatrié pendant 2 ans, détaché pendant 2 ans, donc j'avais envie d'avoir une certaine qualité de vie, donc et d'être proche du centre. Donc moi j'étais sur Aurora Québec et vraiment voilà une très agréable un très agréable arrondissement, on va dire, de la ville. Vous aviez choisi un logement seul? Vous avez privilégié la colocation? Voilà, exactement, j'avais privilégié la colocation pour aussi parfaire mon anglais et puis rencontrer. Et on peut avoir un ordre de prix, justement, vous payez combien? Tout à fait, oui, moi je payais sur Aurora Québec à peu près $1,000 au mois, donc $3,000 parce qu'on était 3 personnes pour la location d'une maison, mais avec 4 chambres et vraiment dans un quartier, on avait à peu près 250 mètres carrés. Oui. Donc, cher, mais bon, le logement voilà, en valait la peine. C'était un joli logement et puis avec vue sur la mer. Donc, Vous, Monsieur Meneux, où est-ce que vous résidez à Auckland? Pas très loin, on habite à Saint-Hélier, c'est après Oraki, c'est sur les baies aussi. Donc vous disiez tout à l'heure, en fait, il y a le centre-ville d'Auckland, Oui. Ce sont plus des immeubles, j'imagine, et après des résidences, autour. Au niveau de la topographie, lorsque vous êtes célibataire ou en couple, vous vivez dans un appartement à Auckland, mais à partir du moment où vous avez des enfants, vous habitez une maison et donc vous sortez d'Auckland dans les petites banlieues pour avoir un jardin, quoi. Donc, alors il y a quand même des postes de dépenses qui sont moins élevés, comme le disait Sébastien Michel, par exemple l'essence. J'imagine que si on mange local aussi, ça coûte quand même moins cher, non? Donc là, il y a une statistique qui dit qu'il y a 73% des gens de la Nouvelle-Zélande qui sont satisfaits de ce qu'ils ont, qui sont heureux avec ce qu'ils ont pour vivre. Donc ils s'adaptent par rapport à leurs dépenses, ils sont globalement heureux avec ce qu'ils ont, quoi. D'accord, leur salaire leur suffit pour être heureux. Il n'y a pas beaucoup de tentations, on s'adapte rapidement au salaire que l'on a, quoi. Alexandre, par contre, au niveau des sorties, des restaurants, etc. Effectivement, voilà, comme ça a été évoqué dans le reportage, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Ouais, tout à fait, les sorties sont un petit peu plus chères. Le prix d'un restaurant, par exemple, vous avez un ordre d'idée? Un bon restaurant, c'est dans les 50 euros, 50 voilà, dollars. C'est ça que, 50 $. Donc 30 euros, 35 euros. Oui, ça revient finalement au prix qu'on connaît un peu à Paris ou dans les grandes villes de province en France. Exactement. Et puis les transports publics aussi, je trouvais que c'était assez cher. Voilà. Les transports publics sont relativement chers, mais les gens ont souvent des voitures, non? Quand même, pour se déplacer? Oui, mais privilégient la voiture. Mais de moins en moins sur Auckland, il y a des parkings. Donc maintenant, les gens sont obligés inciter les gens à prendre le transport en commun. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, la Nouvelle-Zélande est également un pays très multiculturel. Tout à l'heure, l'ambassadeur le disait, avec la communauté donc, des Maoris, des Asiatiques et aussi les Kiwis, comme on les appelle. On va écouter tout de suite Aline Fortin qui nous parle de l'intégration à Auckland. Auckland est une ville très internationale. C'est un peu le point de départ obligé pour tous les immigrants. La plupart restent sur Auckland, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de groupes ethniques différents, des Indiens, des Asiatiques, des Polynésiens. Auckland est la principale ville polynésienne au monde. Tout ce petit monde ne se mélange pas forcément. Tout le monde vit un peu dans son coin. Par exemple, la banlieue sud est la banlieue où habitent les Polynésiens. Le nord, c'est un peu les Asiatiques, etc. Je pense que nos enfants et nos petits-enfants sauront vivre ensemble. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors une intégration, a priori, qui est un petit peu compliquée, ou en tous les cas où on ne mélange pas trop les populations. Comment vous le ressentez? Il n'y a pas de mixité, mais il n'y a pas non plus d'agressivité, quoi. Il n'y a pas de racisme. Les gens se travaillent ensemble, ne vont pas forcément se fréquenter après le travail, mais vont travailler ensemble. Donc il n'y a pas cette animosité qui est entre les différentes populations sur la Nouvelle-Zélande. Comment vous êtes intégré, vous? Moi, ce que j'ai dire aussi par rapport à ce qu'avait dit le précédent intervenant sur la curiosité professionnelle, moi je l'ai trouvé aussi au niveau personnel. Je trouve que les Néo-Zélandais, que ce soit, qu'ils aient
des origines diverses, maoris ou anglophones, ce genre de choses. J'ai trouvé que vraiment c'était des gens très curieux et qui aimaient aller vers l'autre et voilà, savoir un petit peu d'où vous veniez. Vous avez réussi à vous intégrer avec des Néo-Zélandais ou des Maoris ou même des Asiatiques? Vous avez eu... Oui, tout à fait. Moi, dans mon entreprise, j'avais la chance de participer à un programme qui est assez répandu au sein de mon entreprise. Donc, il y avait beaucoup d'expatriés. Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens aussi américains, irlandais, anglais, parce que ces populations-là aussi, de mon ressenti, émigrent beaucoup vers la Nouvelle-Zélande pour s'installer. Et donc, j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup de populations ou au travers du sport, ce genre de choses. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même trop cadré avec le quartier? Bon, j'imagine quand même qu'il y a le quartier asiatique, le quartier... mais les populations, finalement, réussissent quand même à cohabiter. Il n'y a pas tout le monde est quelque souci. part, tout le monde donne partout. Donc, c'est un pays d'immigration. Donc, il y a peu de gens qui sont là. Une petite question, qui j'imagine fait plus polémique aujourd'hui. Par rapport aux Français, comment est-il accueilli en Nouvelle-Zélande avec l'épisode du Rainbow Warrior? Bon, maintenant, ça remonte quand même à quelques années, mais... On vous l'a dit, non? Oui, on nous l'a dit. Aussi là, je ne sais pas, parce qu'ils ont juste inauguré un nouveau Rainbow Warrior hier à Auckland. Donc je ne sais pas quelle va être la réaction par rapport à ça. Ils ont fait ça au viaduc. Il y a eu un nouveau bateau qui a été mis en place. Donc je ne sais pas quelle va être la réaction. Mais bon, on est assez aimés et que l'année dernière, en étant en finale de rugby, ils ont eu le respect. Monsieur l'ambassadeur, j'imagine que vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure cette émission, s'il vous plaît? Je dirais que, puisqu'on a parlé de rugby, c'est inévitable en matière de Nouvelle-Zélande. Ce qui fait le charme du pays et beaucoup d'attrait. Chacun sait jouer à sa place, mais il y a un grand sens du collectif. Et c'est vrai que quelque part, c'est un apprentissage intéressant à faire pour nous les Français. On peut avoir cette efficacité de la communauté, comme ils disent, et cette implication dans la communauté, que ce soit au travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la famille. Et ça marche très bien, dans un environnement qui, pour nous, Européens, c'est vrai, est très privilégié. Donc voilà, venez découvrir la Nouvelle-Zélande. Je suis un ambassadeur heureux dans un pays comme celui-là. Il n'y a plus d'acrimonie ou il n'y a plus de ressentiment. Surtout, comme on l'a dit très justement, quand on est capable, là où ils se jugent les meilleurs du monde, d'être presque au même niveau qu'eux. Et puis un jour, on arrivera à être exactement au même niveau qu'eux. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été présent avec nous durant tout ce plateau. Merci beaucoup à vous deux, Philippe Meneux, Alexandre Foissé, d'avoir été avec nous. Merci pour tous vos témoignages. Tout de suite, vous allez partir avec François Inus, qui vous emmène en Chine du Sud, à Canton, découvrir Canton. Au revoir. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde.